Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Bonjour ou rebonjour, ravi de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 10h pour cette émission un peu spéciale. Après une semaine qui peut donner la sensation de perdre ses repères, nous allons passer une heure avec Franz-Olivier Gisbert qui signe Le Voyage dans la France d'avant. C'est aux éditions Gallimard, patron de presse éminent. On parle du Nouvel Obs, on parle du Point, on parle du Figaro, mais également confesseur de grand président de la République. Il n'a jamais eu aucun scrupule à les critiquer, à les décortiquer. Mais ce n'est pas qu'un livre politique, c'est un homme qui voyage dans une époque qui n'est plus tellement la sienne. Il ne s'agirait pas non plus de dire que c'était mieux avant, parce que ça n'est pas vrai. C'est en réalité quelqu'un qui a connu Delon, Belmondo, Sardou, Gabin, le cinéma d'antan, le box-office français qui dominait le monde, mais aussi la grande littérature, les grands penseurs, mais aussi la musique. Charles Aznavour, Charles Trenet, Gilbert Bécaud. On évoque aussi Véronique Sanson, dont l'auteur confie aisément dans le livre qu'il était secrètement amoureux d'elle, mais on y croise évidemment Georges Brassens par exemple, ou Charles Aznavour. C'est en réalité la France d'avant, pas forcément la vieille France, la France d'avant. Peut-être avez-vous l'impression, auditeur de Sud Radio, amis auditeurs, que vous ne reconnaissez plus le pays dans lequel vous avez grandi. Selon une grande dernière enquête menée par Le Monde qui s'appelle Les fractures françaises, plus de 80% des Français estiment qu'en réalité ils ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Est-ce que c'est votre cas? Et si oui, venez en dialoguer avec nous. 0826 300 300. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Maxime Liédot. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis très heureux de vous recevoir, notamment parce que j'ai été frappé d'un sentiment presque d'injustice quand j'ai regardé vos épisodes de promotion. J'en ai eu marre qu'on dise, peut-être est-ce de la flemme, peut-être qu'ils n'ont pas lu le livre en entier, qu'on dise en réalité que vous étiez l'homme du monde d'avant, l'homme qui disait en permanence que la France c'était mieux. Bon, c'était mieux avec ceux qui ne l'ont pas connu aujourd'hui. J'ai eu l'impression en vous lisant que c'était davantage un spectateur déboussolé qui se navre d'un pays qui s'effondre. Oui, je crois que c'est exactement ça. Alors après que, vous savez, quand vous faites de la promotion, on peut pas dire que tout le monde ait toujours lu le livre. Et puis c'est assez facile, vu mon côté réac, professionnel un peu, c'est un peu facile de dire oui, effectivement, je suis une sorte de représentant du monde d'avant, nostalgique, de la belle époque. Non, c'est vrai que vous avez absolument raison. C'est-à-dire que le monde d'avant, il y avait la France d'avant, il y avait des choses absolument magnifiques. Et puis il y avait aussi les traces de l'affreux XXe siècle. Faut jamais oublier toutes ces guerres, et puis les totalitarismes, et puis ces intellectuels abrutis, et puis beaucoup de choses de ce genre. Et puis, il y a aussi quelque chose de frappant dans le livre, c'est que plus que de la nostalgie, il y a aussi presque une incompréhension qui domine chez vous. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous nous appeliez, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, la difficulté presque de comprendre qu'est-ce qui s'est passé aussi rapidement pour avoir la sensation de ne plus reconnaître du tout le pays dans tous les domaines, la culture, la politique, l'économie, l'éducation. On a l'impression que ce pays s'est effondré peut-être beaucoup plus rapidement encore ces dernières années qu'il y a 20-30 ans. C'est juste. Oui, vous avez raison. Mais il ne faut pas confondre ça avec le changement. C'est-à-dire, on a vécu aussi des révolutions. Il y a eu la révolution industrielle au 19e siècle. Et puis là, nous avons connu, à l'aube du 21e siècle, une énorme révolution numérique. Internet, donc, tout ça, ça change beaucoup les choses. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est effondré, c'est plutôt au niveau des valeurs. C'est-à-dire que la haine de soi, valeurs, ça se passe pour vous. Oui, la haine de soi a toujours été très présente en France. Ça, moi, ce livre, il aurait pu s'appeler Le mal français, ou plutôt les mots, ça a déjà été fait d'ailleurs. Les mots français MAUX. Mais les mots MAUX, parce que c'est ça que j'essaye que je recherche, et je crois que je trouve, notamment quand on va chercher un peu partout dans l'histoire, mais y compris dans l'histoire la plus récente. Ce qui se passe, vous avez raison, c'est une sorte de délitement sur fond, effectivement, de transformation générale et de révolution économique. Mais c'est une sorte de délitement, de laisser aller, et puis l'acceptation de l'impuissance des politiques qui ne font rien, d'ailleurs, en général, ou qui passent beaucoup à la télé, qui font des discours en disant qu'ils font des choses formidables, à commencer par le dernier président, enfin, qui est quand même, de ce point de vue, une caricature. Et en même temps... On y reviendra sur Emmanuel Macron. Parce que, si vous voulez, il y a 50 dossiers à gérer, hein, c'est-à-dire on voit très bien quel est le problème de la France quand on dit, moi je l'écris, je savais pas à l'époque qu'il y avait ce sondage d'ailleurs, mais c'est vrai que la France, je la reconnais plus. Et pourquoi? Parce qu'au fond, nous gouvernants depuis déjà des décennies, ils ont tout laissé filer. Ils ont laissé filer les finances publiques, et c'est très important parce que c'est le nerf de la guerre, l'économie quand même. Si l'économie aujourd'hui elle est cassée, et puis les imbéciles de députés aujourd'hui qui rajoutent des taxes
sont en train de la casser encore plus, parce que, bah oui, si on a une dette incommensurable à rembourser, et enfin rembourser pas en totalité, bien entendu, c'est jamais comme ça que ça se passe, mais enfin en 2029, il faudra payer 100 milliards par an, 100 milliards d'intérêts juste pour la charge de la dette, vous vous rendez compte? Donc bon, il faut faire des efforts, mais pour ça évidemment, il faut un pays qui marche, un pays qui, et ça c'est pas du tout le chemin qu'on prend, parce que on prend souvent la très mauvaise direction, parce que là, mais vous parlez et alors attendez, parce que on a laissé filer les finances publiques, l'immigration, l'autorité, enfin tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez évidemment, à l'arrivée, vous avez un pays qui n'est plus le même. Mais vous évoquez le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce qu'avec lui, nous n'avons pas assisté à ce que, en réalité, nous apercevions peut-être déjà avec François Mitterrand, ensuite Jacques Chirac, ensuite Nicolas Sarkozy, François Hollande, c'est-à-dire à une distorsion de la Ve République. On voit aujourd'hui à quel point le passage du septennat au quinquennat, aujourd'hui à quel point la constitution des constitutionnalistes se retourne la tête tous les jours pour savoir quelle solution on va pouvoir pour avoir un budget. Est-ce que là aussi, dans le délitement français, on n'a pas eu un délitement de la politique avec un grand pays au sens noble, vous qui les avez, et c'est pas vous faire offense, vu de près et décortiqué de près, France. C'est ça qu'on peut dire, effectivement. Si vous voulez, bon, De Gaulle, en 1958, il réinvente la France, puisque avec après un plan d'économie, d'ailleurs, enfin, assez violent, le plan de stabilisation, dit de stabilisation Pinay-Rueff, sous l'autorité de Gaulle. Bon, c'est un peu dur pendant quelques mois, et après, la France connaît une croissance, parce qu'il essaie de gérer bien ce pays. On n'avait pas l'habitude avant et on va perdre l'habitude après. Et immédiatement, la croissance, c'est 5-6%. Enfin, on a une croissance à la chinoise. Et c'est vrai que dans la foulée du général Pompidou, Giscard, on continue un peu de la même façon. Et puis ça s'est cassé en 1980 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et François Mitterrand a fini par retomber sur ses pattes grâce au Premier ministre Pierre Mauroy, qui lui a montré qu'il y avait quand même d'autres voies, et c'est à ce moment-là ce qu'on appelle la politique de rigueur, qui est d'une certaine façon à sauver la gauche et sauver la France d'ailleurs. Et mais à partir de là, si vous voulez, il y a quelque chose qui change dans les mentalités, à droite comme à gauche. Qu'est-ce qui vous frappe, vous qui les avez observés à cette époque-là? Donc, quand vous évoquez le changement de mentalité, avant qu'on en vienne au président de la République, parce que vous avez des propos excessivement intéressants dans votre bouquin, qu'est-ce qui vous frappe dans le changement de mentalité? Ce qui me frappe, c'est une sorte de laisser-aller. Je crois que c'est ça qu'on peut... Alors, on peut expliquer, c'est mai 68, mais c'est pas vrai, vous savez très bien. Et au fond, le poisson, comme dit je déteste évidemment Mao Tse-tung, qui est un grand assassin, des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Et vous critiquez notamment ceux qui, en France, ont soutenu le régime, on y reviendra tout à l'heure. Ils sont très nombreux, à gauche comme à droite. Mais il disait toujours le poisson pourri par la tête. Je crois que c'est le problème que nous avons en France. Il y a eu longtemps en France, il y a toujours d'ailleurs, une France très dynamique, notamment au niveau des entreprises. On leur met plein de boulets aux pieds, parce que faut toujours expliquer, parce que c'est vrai que je pense pas qu'à Sud Radio, vous passez votre temps à recevoir Gabriel Zucman et tous ces extrémistes, ces gauchistes habillés en économistes. C'est surtout que quand on les fait venir au micro, ils refusent. Qui racontent des carabistouilles à longueur de colonne, comme quoi, par exemple, je sais pas, on aide les entreprises avec ces grands dispositifs, et ce pacte du trade, ce genre de choses. Avec l'extraordinaire rapport d'un député communiste, 290 milliards. Non, mais c'est une blague. Enfin, c'est une blague parce que ça correspond à rien quand vous regardez les chiffres, les statistiques, Statista. Enfin, il y a des instituts qui font des. Enfin, on voit très bien que les impôts sur la production, ils sont en France 5 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne, ce qui explique qu'il y a eu beaucoup plus de délocalisation d'emplois industriels. Mais oui, parce que ces politiques, ils ont trouvé beaucoup plus simple de taper sur les entreprises. D'ailleurs, au lieu d'essayer de réduire un peu les dépenses, parce qu'il y a quand même beaucoup de dépenses qui sont inutiles, il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes. Il y en a quand même un paquet. Il y a des milliards et des milliards qui peuvent être récupérés très facilement. Il suffit de regarder ces rapports, je le répète. Mais on a l'impression, non, on est sur autre chose. Il faut taxer. Et évidemment, à l'arrivée, ça étrangle le pays. Vous avez un État-providence de plus en plus ventripotent. Et bon, c'est aussi une bonne chose. Mais c'est aussi
aussi une mauvaise quand il n'est pas géré. Mais quand on dit ça pourrit par la tête, pour reprendre le mot de Mao Tse-tung, dont je rassure les auditeurs, et vous n'en faites pas du tout l'éloge dans le livre. Non, je suis pas maoïste du tout. Mais il y a quand même un phénomène intéressant. Ce phénomène, c'est Emmanuel Macron. Des phrases, notamment des mots, des phrases dans votre livre m'ont beaucoup frappé concernant le président de la République. Déjà, vous racontez, il y a une phrase, vous êtes entretenu avec les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande. François Hollande a une phrase assassinée qui me semble en réalité résumer au mieux Emmanuel Macron. Il dit, oui, Emmanuel Macron, c'est une intelligence sans penser. Vous qui avez côtoyé les présidents et qui avez un œil encore excessivement vif sur les politiques, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase et du président de la République qui arrive quasiment au terme de son deuxième quinquennat? Hollande le connaît bien, Macron, parce que d'une certaine manière, c'est lui qui l'a inventé, et ensuite Macron l'a trahi. Mais c'est tout à fait juste, c'est tout à fait ça. C'est une intelligence sans penser. Mais je pense que, pour aller un peu plus loin, je dirais aussi que c'est un cynique. C'est peut-être le président le plus cynique. Pourtant, pour faire de la politique, il faut du cynisme, il faut du machiavélisme. Pourquoi le plus cynique ? De Gaulle est un exemple. Parce qu'il s'en fout. Parce qu'il se fout de tout, en fait. On voit bien, c'est pas un problème pour lui. Et puis, regardez, il a endetté le pays comme c'est pas permis, mais il est prêt à continuer. Et puis, il explique toujours parce qu'il vit dans un monde parallèle aussi. Ça, c'est très important. Hein, c'est une sorte de je dis toujours, on a cru lire le Mozart de la finance, et on s'est retrouvé avec le Mozart du déni, parce que il explique il vit dans un monde irréel, comme Donald Trump, comme Jean-Luc Mélenchon. Il a l'impression qu'il a fait un travail formidable. Mais c'est lié c'est un mélange de cynisme et d'aveuglement. Cynisme et aveuglement, vous évoquez également dans le livre, parce que vous allez chercher dans l'histoire plus ou moins récente des justifications qui pourraient expliquer en réalité le fait que la France soit sur une pente glissante. On l'évoquera juste après la pub, mon cher Franz, mais je vous propose d'abord d'avoir une petite touche musicale. Écoutez. C'est bien aussi. Charles Aznavour, parce que ce livre n'est pas qu'un livre politique. Emmenez-moi de Charles Aznavour. Vous dites que c'est une des chansons sur lesquelles vous pouvez facilement verser une larme. Il est question aussi de ça dans le livre de Charles Aznavour. On y parle aussi de Gilbert Bécaud, de Véronique Sanson. On y parle de Georges Brassens, l'ami Georges Brassens, comme vous le qualifiez. On parle également de Delon. Mon ami, c'était l'ami de beaucoup de Français. Et ce qui était intéressant chez Georges Brassens, c'était de ce point de vue, c'était quand même une autre époque. C'était à la fois le chanteur des duchesses et des femmes de ménage. Je trouve que ça lui va très bien, ça. Il parlait à tout le monde et tout le monde le chantonnait. Et peut-être que parfois, comme c'était un peu graveleux, évidemment, peut-être les duchesses le chantaient moins, mais quand même, c'était beau, parce que c'était de la poésie. C'était de la poésie, et peut-être que c'est cette poésie qui vous manque, amis auditeurs. 0826 300 300, vous voulez converser avec nous, mais surtout avec Franz-Olivier Gisbert. Voyage dans la France d'avant, c'est chez Gallimard. Il évoque en effet cette France, qu'elle soit politique, économique, culturelle, avec énormément d'artistes, que ce soit Delon, Brigitte Bardot. On y voit également Gabin, Charles Aznavour, que vous entendez en fond. C'est peut-être une France qui vous manque et que vous ne reconnaissez plus aujourd'hui. C'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. Il est 9h20 sur Sud Radio et jusqu'à 10h, dialogue, et je dis dialogue à plusieurs voix parce que vous êtes conviés, amis auditeurs de Sud Radio, au 0826 300 300 avec Franz-Olivier Gisbert, qui est avec nous déjà depuis 9h et qui raconte la France d'avant. Pas par nostalgie, pas par uniquement la volonté de dire c'était mieux avant, parce que ce n'est pas ça. C'est la France sous toutes ses coutures, musicales, culturelles, politiques, cinématographiques. On voyage entre Aznavour et Delon, Bardot et Véronique Sanson. On y croise également Michel Rocard, le président Pompidou, Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Des mots également très sévères sur le président de la République actuelle. Mais avec une idée toujours, comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là. Parce que j'essaye de comprendre comment on en est arrivé là, parce que c'est ça le sujet du livre en fait. Et comment aussi on pourra s'en sortir, parce que je crois que, comme je dis, il suffit à la limite d'une étincelle, parce que ce pays a encore énormément d'énergie. Pour basculer. Bah oui, bien et sûr. vous voulez dialoguer avec lui. Basculer dans le sursaut. Oui, basculer dans le sursaut et avant la l'abîme. Certainement pas. C'est mal vous connaître, mon cher Franz-Olivier Gisbert. S'appelle Voyage dans la France d'avant, et on dialogue avec lui, vous, auditeur, de 9h30 jusqu'à 10h. Mais pour l'heure, on vous retrouve, Félix Mathieu. Rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour tout le monde. Et c'est un sujet qui est d'ailleurs traité par Franz-Olivier Gisbert dans son livre, c'est la désindustrialisation massive dans le pays. Nous sommes les champions, on peut le dire, pour une fois. Et c'était notamment l'une des plus anciennes entreprises de France. En Isère, les aciéries de Bonpertuis qui viennent d'être liquidées. Oui, des forges qui auraient fourni le métal de l'épée de François Ier, dites-vous. Ou plus
récemment, les métaux d'entreprises comme Lyell, SEB ou Alstom, l'aciérie de Bonpertuis, qui a traversé l'histoire depuis l'an 1434. Elle laisse sur le carreau 68 salariés. Les effectifs avaient déjà fondu ces dernières décennies. Le tribunal de commerce de Lyon a donc prononcé la liquidation judiciaire il y a quelques jours. Il a jugé insuffisantes les 2 offres de reprise qui étaient sur la table. Alors ça, c'est le dernier exemple en date, mais d'une série de coups durs assez symboliques pour des marques bien connues des Français depuis longtemps. Par exemple, fermeture annoncée par Danone de l'usine Blédina de Villefranche-sur-Saône en 2027, 117 emplois. La mère Poulard, se sépare de sa fameuse biscuiterie en Ille-et-Vilaine. On la verra plus en rayon. La mère Poulard qui va se concentrer sur ses activités touristiques. Bon, là, les emplois devraient être sauvegardés vu qu'elle est reprise par une autre société. C'est la marque qui disparaîtra des supermarchés. Quant aux célèbres, vous savez, pastilles au réglisse, Cachou, La Jaunie et leur fameuse boîte jaune, ronde, inventée au 19e siècle par un pharmacien toulousain. Eh bien, pareil, ça devrait malheureusement disparaître. Le propriétaire italo-néerlandais a décidé d'arrêter la production, baisse des ventes, même si certains espèrent relancer, mais c'est pas gagné. Ce qui est beaucoup plus alarmant dans le phénomène que vous décrivez, c'est qu'en réalité, là, vous ne venez que de citer quelques marques emblématiques, mais derrière, ce sont des centaines et des centaines de milliers d'entreprises qui ferment. La CGT a recensé 325 plans sociaux avec fermeture de sites en un an, pour environ donc 300 000 emplois menacés, directs et indirects. Le sujet de la désindustrialisation, bon, évidemment, c'est pas nouveau. La grande mise en concurrence aussi des différents modèles sociaux du monde qui s'est accélérée au gré des accords de libre-échange, la mondialisation de ces dernières décennies. Après tout, pourquoi produire ici ce qu'on peut faire moins cher ailleurs quand c'est écoulé sur les mêmes marchés, avec l'argument aussi du coût du travail, de la compétitivité en France, souvent évoqué, même si on peut se demander jusqu'où. Après tout, on va pas demain s'aligner non plus sur les salaires chinois, mais au-delà cette question, aussi cette sempiternelle question, l'Europe n'est-elle pas la seule bonne élève du libre-échange dans un monde où règne aussi le protectionnisme chez les autres? Et précisément, on va en discuter avec votre invité, mon cher Félix. Olivier Lonsi, qui est professeur au CNAM, le Centre national des arts et métiers. Il a aussi piloté une mission gouvernementale sur la réindustrialisation, puis publié l'ouvrage Réindustrialiser, le défi d'une génération chez Déviation. Bonjour Olivier Lonsi. Bonjour. Merci d'être avec nous dans La Vérité en face sur Sud Radio. Bon, s'il fallait dégager une cause principale selon vous, tout simplement, pourquoi nos usines ferment en France ? Ce serait trop facile de répondre à cette question. Si j'avais la réponse, je serais heureux. Il y a en fait plein de causes. Globalement, on a décidé en France de faire la désindustrialisation. On est rentré dans un modèle qu'on a appelé le modèle post-industrialiste à partir des années 75. On a confirmé ce choix dans les années 90, à la fin des années 90, avec la parole emblématique de Serge Turuc. Je veux un groupe industriel sans usine. Ce n'est pas une fatalité. Je vous ai entendu dire, est-ce que l'Europe est finalement la bonne élève du libre-échange et est la cause de cette désindustrialisation française? En partie, mais seulement en partie, parce que sinon, expliquez-moi pourquoi l'Allemagne reste industrielle, pourquoi l'Italie reste industrielle. Même la Suisse, alors elle n'est pas dans l'Union européenne, est un pays qui est industriel, avec quasiment 20% de son économie qui est industrielle, quand nous, c'est moins de 10%, et c'est pas un pays bas coût. Donc on a eu une mauvaise lecture du monde. La libre concurrence européenne aujourd'hui, face aux États-Unis et à la Chine, ne nous aide pas, mais nous devons faire un peu le ménage devant notre porte avant de pointer Bruxelles comme seule raison de la désindustrialisation. Il y a le foncier, il y a l'énergie chère, il y a l'orientation de l'épargne des Français vers des fonds internationaux au lieu de financer les entreprises françaises. Il y a toute une série de causes et hélas, je n'ai pas la mesure politique idéale, parfaite, qui permet de résoudre ça dans un coup de baguette magique. Ce serait trop beau, ce serait déjà fait. Si je comprends bien ce que vous dites, on a aussi trop misé donc sur les services, le tourisme, pas assez en tout cas sur l'industrie en tant que telle. Est-ce que vos recommandations ont été suivies d'effet à l'issue de cette mission que vous avez pilotée ? Eh bien, j'ai plaidé dans le désert. C'est pas la première fois. On a fait des propositions. Il y avait un codicile oral dans cette mission. On était en 2024. C'était de dire, il nous reste encore 2 ans actifs. C'était le gouvernement pour agir. Proposez-nous des mesures long terme, mais aussi des mesures court terme à mettre en œuvre. Ça a valu une tribune où je recommande 8 mesures à mettre en œuvre immédiatement. Encore une fois, il y a cette difficulté. Il n'y a pas une mesure.
mesures. Il y a un ensemble de mesures à mettre en œuvre simultanément pour restaurer notre socle productif sur le foncier, le financement, la simplification, tous ces sujets qu'on connaît par cœur, et il ne s'est rien passé. Et je dirais le pire, c'est qu'à la même époque, on a vu les indicateurs passer dans le rouge. Là, vous avez cité une vague de fermeture, on y reviendra. Mais les indicateurs sont passés dans le rouge à mi-24. On a alerté dans le désert. Le gouvernement se raccrochait à des micro-indicateurs qui n'avaient pas de sens, véritablement de sens économique, pour nous expliquer que la réindustrialisation continuait, alors que nous étions revenus à une phase de désindustrialisation. Un manque de volonté politique quelque part au-delà du slogan, c'est ce que vous nous dites, Olivier Luansi. On rappelle cet ouvrage d'ailleurs où vous récapitulez quelque part les conclusions de cette mission qui n'a sans doute pas été suivie des faits. Réindustrialiser le défi d'une génération, c'est chez Déviation. Merci beaucoup, Olivier Luansi. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir été du côté de Sud Radio et merci à vous Félix Mathieu. C'est quoi le problème ? Comme chaque matin, on vous retrouve évidemment dans la matinale, mais mon cher Franz, c'était, on va dire, le hasard fait bien les choses parce que la désindustrialisation, vous l'évoquez notamment à la fin du livre, dans le chapitre La chute des colonnes du temple, vous faites la litanie des métiers disparus et vous évoquez en effet le sentiment de vivre dans un monde en démolition parce que la France a précisément perdu beaucoup de ses repères à l'image de la tournée du laitier remplacée par celle du dealer. Vous êtes volontairement provocateur, mais c'est aussi les métiers, un art, le savoir-faire français dans l'industrie qu'on a totalement laissé s'effondrer. Oui, et comme le disait très bien Olivier Luansi, c'était voulu. C'est-à-dire, c'est ça qui est absolument effrayant. Aujourd'hui, ne l'oublions jamais, nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce. C'est-à-dire, c'est au-dessus de 10% du produit intérieur brut, enfin de la richesse nationale, qui est fait par l'industrie. C'est-à-dire, elle représente que ça. Et alors que dans beaucoup de pays, c'est le double. Et puis, effectivement, il suffit de traverser les Alpes, on voit que l'Italie, elle a encore une industrie qui fonctionne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nos industriels vont chez eux. On dit toujours c'est la faute à l'Europe, à la mondialisation, mais non, c'est notre propre faute. C'est-à-dire que, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a décidé autre chose, on a dit que c'était formidable les services. Vous avez vu d'ailleurs comme ça marche bien au Royaume-Uni, qui est vraiment le contre-exemple par excellence. Mais enfin, on a fait tout ça. Ça a commencé d'ailleurs beaucoup sous les années Jospin, donc c'est les socialistes qui... Enfin, la droite a sa part de responsabilité, mais les socialistes aussi, d'ailleurs, ils ont décidé à ce moment-là d'abandonner la classe ouvrière. On va s'occuper des bobos, on va chercher de nouveaux électorats, vous vous souvenez très bien, et ils ont d'ailleurs aujourd'hui un électorat très différent. Et puis, ils ont laissé la classe ouvrière au Rassemblement national. Franz-Olivier Gisbert qui est avec nous jusqu'à 10h, et je vous préviens mon cher Franz, j'espère que vous êtes en forme parce que vous faites exploser le standard au 0826 300 300. Il n'y a pas une personne qui appelle qui ne posera pas sa question et vos questions à Franz-Olivier Gisbert. Voyage dans la France d'avant, c'est aux éditions Gallimard. J'ai cherché à connaître d'où nous venons, et vous aussi auditeurs, venez dialoguer avec nous, notamment à cette question: est-ce que vous reconnaissez encore le pays dans lequel vous avez grandi? Est-ce que des choses vous manquent, des acteurs, des actrices, une certaine idée du cinéma, de la politique, de l'art? On en parle jusqu'à 10h. 0826 300 300. Et puis un petit mot également du jeu. Si vous êtes capable de nous appeler au 0826 300 300, vous êtes capable également de nous envoyer un petit SMS, et c'est très simple, c'est le mot Sud au 7 20 18, le mot Sud au 7 20 18, et vous gagnez notamment l'une des dernières stations météo connectées. Moi je peux vous le dire, dans ce studio il fait très beau, il fait très chaud. Une des dernières stations météo, la Cross Technologie. On vous passe un petit coup de fil avant 10h. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 9h34 ensemble jusqu'à 10h avec un grand témoin d'une certaine manière, Franz-Olivier Gisbert. Vous le verriez, il est toujours extrêmement attentif à tout ce qui se passe, le regard malicieux. Et vous signez, mon cher Franz, Voyage dans la France d'avant. J'ai cherché à connaître d'où nous venons, et c'est d'une grande plongée dans la France qui, dites-vous, donne quand même clairement la sensation de décliner. Mais cette fois-ci, je vais me taire, mon cher Franz, et vous allez dialoguer. Oui, mais la France n'est pas finie. Et oui, la France n'est pas finie. Et c'est ça la leçon. Et puis c'est le livre d'une vie, je crois qu'on peut dire ça. Oui, parce que j'ai bossé toute ma vie, c'est plein de choses. Et vous le dites, vous ouvrez vos journaux intimes, vos agendas pour vous replonger au cœur d'énormément de choses. 0826 300 300. Vous voulez dialoguer avec France, avec peut-être ce sentiment et cette question à laquelle vous allez apporter une réponse, amis auditeurs, à savoir: est-ce que vous reconnaissez, vous, le pays dans lequel vous avez grandi? Appelez-nous 0826 300 300. Bonjour Muriel. Bonjour, et bonjour Monsieur Gisbert. Bonjour Muriel. Je vous apprécie énormément parce que quand j'étais jeune, donc comme on a à peu près le même âge... vous êtes donc extrêmement jeune, ma chère Muriel. De vous, figurez-vous.
Ah, c'est pas vrai. Il fallait me le dire. Vous représentiez le gentleman de l'époque, voilà. Ah ben voilà. Fallait Et donc, me le qu'est-ce que dire. vous voulez dire par rapport à ce que vous avez pu entendre Eh bien, écoutez, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est que j'adorais le théâtre de boulevard, avec, vous savez, quand à la fin, les costumes sont de Donald Cardwell, etc. On a vu récemment 2 pièces avec Michel Bernier, où à la télévision, ce qui est chose très rare. Maintenant, on nous passe des séries théâtrales, mais c'est sur plusieurs semaines. Donc ça, c'est des choses que je regrette. J'ai assisté à la première de La Cage aux Folles. Waouh, extraordinaire. Ah oui. Oui, au Palais Royal. Bien sûr. Donc, sincèrement, on a pu, nous, maintenant j'habite à Béziers, voilà, et on a des spectacles je vais être vulgaire, alors donc je ne le dirai pas. Non. Mais on a compris l'idée, ma chère Muriel, Voilà. et je vous remercie de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et ça fait écho ce que vous dites, mon cher Franz, à Muriel. En effet, plus de théâtre, peut-être plus de culture, et aujourd'hui à la télévision, on n'a même plus ce reflet-là. Oui, et c'est vrai que la télévision a joué un rôle absolument considérable sur le plan culturel. Et vous racontez, vos c'est- anecdotes de télévision, Oui. quand il s'agissait de faire la promotion des artistes et des livres. Oui, d'ailleurs, je m'en prends pas du tout à la productrice que j'avais au bout du... Puis il y en a eu beaucoup, d'ailleurs, Dans qui disaient l'oreillette, toujours la comme même on dit. chose que j'avais à l'oreillette, et qui me disaient, mais ne montre pas les livres, ça fait baisser l'audience, ne montre pas les couvertures de livres. Mais ça, c'est l'époque. C'est pas la télévision qui veut ça. Mais je trouve que, même si la tendance n'est pas à la lecture ou la culture, le rôle de la télévision publique, c'est de la promouvoir, c'est de la faire aimer. Vous voyez, et donc c'est vrai que je suis exactement comme Muriel. Moi, j'adorais regarder les pièces de boulevard. Attention, le boulevard, c'est du grand théâtre quand c'est Feydeau, quand c'est La Biche, etc. Et ça n'a pas pris une ride. Et tout le monde rit, on est content de rire. Et puis elle évoquait La Cage aux Folles, on pense évidemment à oui, Poiré, ça, Poiré, ces c'est un héros classique. extraordinaires, bien sûr. Et c'est vrai que dans le livre, en réalité, vous parlez avec gourmandise et vous l'esquissez tout au long de vos pages. C'est l'importance que vous aviez toute une partie de cette génération, à avoir des passeurs, des maîtres. Aujourd'hui, pourquoi nous avons la sensation de ne plus avoir ces profils-là? Est-ce que la culture est devenue quoi? Plus ennuyeuse, plus ennuyante? Non, évidemment, je ne veux pas faire comme le président de la République qui dit toujours c'est la faute aux réseaux sociaux, parce que c'est pas vrai. Mais c'est vrai quand même que à l'école, quand on est jeune, il n'y a pas seulement les réseaux sociaux. Enfin, il y a des tas de choses qui font que, par exemple, effectivement, le portable, à travers le SMS, enfin toutes ces conversations interminables, on voit ces enfants qui sont en train de et qui, quand ils déjeunent avec leurs parents, sont sur le font plus portable grand-chose que tout ça. le temps. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que ça change. Puis alors, le côté, comment dire, l'idée que c'est fini la culture. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe toujours dans la nouvelle génération, c'est l'idée que, comme s'il n'y avait plus d'histoire maintenant, c'était pas important, on s'occupait que de l'avenir. Je veux dire, si on veut que les mauvaises choses ne se reproduisent pas, c'est toujours bien de connaître l'histoire. C'est toujours un peu mieux. C'est toujours mieux. Ça, Et on ça parlait de aide la énormément. télévision. Et ça, le côté, vous voyez, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de culture, tout ça n'est pas... On va réinventer quelque chose. Mais c'est pas ça. Si on veut que ce pays avance, il doit avancer sur ses pieds, et ses pieds doivent être ancrés sur un sol, sur notre terre de France. La culture, c'est importante, et vous faites l'éloge notamment d'un homme qui a écrit ces quelques lignes, Franz. Écoutez. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la taulière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. Lulu les Nantaises, on reconnaît Les tontons Blier, flingueurs. Lino Ventura, les tontons flingueurs. Michel Audiard, vous dites à quel point ce fut un passeur en réalité fantastique. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu les tontons flingueurs à la télé? Oh, ça passe quand même de temps en temps. Ça fait de telles audiences toujours à chaque fois. Et ça, c'est typiquement des films qui n'ont pas vieilli. Du tout. Hein, on les voit toujours comme si c'était la première fois. Avec des répliques extraordinaires. Et au 0826 300 300, vous dialoguez avec nous, vous participez à la conversation. Bonjour Sandra. Bonjour Monsieur Gilbert. Bonjour Monsieur Sandra. Biello.
Merci beaucoup d'être avec nous, Sandra. Vous, qu'est-ce qui vous frappe dans la conversation qu'on a depuis 9h avec François-Olivier Gisbert et qu'il évoque? Est-ce que vous reconnaissez encore le pays dans lequel vous avez grandi? Qu'est-ce qui vous manque, ma chère Sandra? Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque de la liberté, de la joie, parce que je sens une espèce d'ambiance très lourde, de la suspicion. Enfin, les gens sont pas sereins. Il y a toujours ces craintes. Bon, et puis il faut dire que le moment politique fait que ça n'aide pas. Et ça, c'est sûr. C'est surtout la liberté, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on est contraint de normes et puis aussi de dogmes culpabilisants. Une femme est féministe. Si on est contre l'immigration, ou en tout cas qu'on veut qu'elle soit mesurée, on est raciste. Si on a un diesel, on est des vieux pollueurs. Enfin, voilà, c'est un espèce de vocabulaire clivant qui moi, je me rappelle pas. Enfin, j'ai 50 ans. Il y a 15-20 ans, il y a plein de mots peut-être qui un certain n'existaient pas. sentiment d'insouciance, ma chère Sandra. Est-ce qu'on peut le résumer ainsi? C'est ça, et puis d'agir, parce qu'en fait, on est dans des espèces de normes. Moi, je veux dire, dans mon métier, il y a des normes. Hier, je parlais avec un électricien, ça fait 20 ans qu'il est installé, on lui demande tout un tas de choses, on remet en question son professionnalisme, c'est un truc de fou, et ça lui coûte de l'argent, et c'est compliqué dans son activité à une période où c'est difficile. Et puis la population, j'ai l'impression qu'elle manque de réflexion, et ça, je pense que c'est lié au niveau scolaire, à la lecture, et puis aux réseaux sociaux qui nourrissent. Alors c'est intéressant, les réseaux sociaux, parce que il ne faut pas forcément que ça en fasse le b.a.-ba, et on entend tout ce que vous dites, hein, ma chère Sandra, sur le sentiment d'insouciance, le manque de liberté, la volonté de mettre des étiquettes, France. Oui, alors je suis absolument d'accord avec Sandra sur le rire, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème aujourd'hui en France avec le rire. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est moins présent. Je suis désolé, ça va avec l'insouciance, c'est-à-dire la France était le pays. On ne sait plus rire. Oui, c'est-à-dire c'était un paradis, c'est toujours un paradis où les gens se croient en enfer, selon la très bonne formule de Sylvain Tesson. C'est exactement ça, c'est-à-dire que et d'où la tristesse, d'où l'espèce de bon, la période n'est pas facile, hein. On ne sait pas vers quoi la France va, et d'ailleurs elle a tendance à marcher au pied au bord de l'abîme, hein, c'est clair. Mais rien n'est perdu, puisque d'abord on est toujours là. Et ce qui manque effectivement, c'est le rire. Moi, je suis frappé, par exemple, j'étais très frappé par la phrase du président de la République sur il n'y a plus de culture française. Il n'y a pas de culture française. Non, il n'y a pas de culture française. Il y a une culture française, évidemment. Il y a d'autres cultures. Il s'est rattrapé après en disant il y a d'autres cultures. Ben oui, c'est vrai. Mais il y a une culture française, et elle est basée sur quoi? C'est l'esprit critique, c'est le rire, c'est l'ironie. Hein, ça commence avec Rabelais, ça continue avec Voltaire, et puis évidemment l'immense Molière au milieu qui est vraiment toujours contemporain. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire et c'est consubstantiel à la France. Et l'idée que il faut arrêter, il faut devenir sérieux et puis se mettre, je sais pas, sur nos ordinateurs et puis justement supporter la dictature, la tyrannie de l'étiquette. Non, c'est insupportable. Non, et tout ça, vous en faites non seulement l'éloge de cet esprit français, mais vous le regrettez, mon cher François-Olivier Gisbert, et vous le défendez. Non, mais il peut revenir. Il faut se battre pour qu'il revienne. Il va revenir. Voyage dans la France d'avant, François-Olivier Gisbert aux éditions Gallimard, c'est son dernier livre. Vous continuez à dialoguer avec lui au 0826 300 300. J'ai le camarade Manu qui secoue la tête, qui veut dire oui, il y a encore des gens au téléphone qui veulent dialoguer avec François-Olivier Gisbert. On vient dans un instant, et ça se passe sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Trop bien. On continue à parler forcément en studio 0826 300 300. Vous venez dialoguer avec François-Olivier Gisbert qui signe ce voyage dans la France d'avant. J'ai cherché à connaître d'où nous venons. C'est un voyage fantastique, une contemplation, une déambulation dans la France d'avant où trônaient les grands artistes, les grands chanteurs. Exactement, pour mieux comprendre celle d'aujourd'hui. Et vous dialoguez avec François-Olivier Gisbert 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Christian. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez émettre comme réflexion par rapport à ce que vous entendez depuis ce matin et sur l'état des lieux en réalité de la France que offre François-Olivier Gisbert? Je vous écoute, mon cher Christian. Nous vous écoutons. Ouais. Bon, alors déjà, je vais vous dire, moi j'ai 70 ans, donc j'ai évidemment beaucoup de regrets. Bon, qu'est-ce qui va me manquer aujourd'hui? Je vais vous dire, c'est l'empathie. C'est moi à l'époque où quand on était jeune, quand on descendait en bas de chez soi et qu'on avait les copains, ben dans les copains il y avait des Portugais, des Italiens, des Tunisiens, des Arabes, et à aucun moment on avait la réflexion de dire qu'ils venaient de tel pays. On était super copains, d'accord. Aujourd'hui vous pouvez plus. Aujourd'hui vous regardez un mec dans la rue, la première chose qui vous demande c'est est-ce que j'ai un problème. Vous voyez. Donc en fait ce que vous nous dites, Christian, c'est quoi? C'est une certaine notion de la fraternité qui a disparu, c'est ça?
Eh ben ça, et la culture aussi, totalement. Aujourd'hui, on n'a pas des jeunes beaucoup de culture, on a plutôt des culturés. J'engage des conversations, j'ai 5 enfants, des fois ils viennent avec leurs copains, tout ça, j'engage des conversations un peu sur la culture et machin. Ben vous seriez étonnés, vous seriez même sur le cul. Et tout ça, ça va manquer. Et puis moi, je vais dire totalement, ça vient aujourd'hui des politiques et de la politique qu'on a engendrée chez nous. Et puis, on l'a bien compris, mon cher Christian, cette idée de fraternité, c'est vrai, ça fronte ça peut-être, c'est lié à l'insouciance, mais on descendait, c'était les copains de toute origine, de toute religion, on s'en foutait, et ça c'est très frappant, l'absence à nouveau de fraternité. Mais ce que dit Christian est très juste, et puis ça fait très mal, c'est-à-dire qu'en fait, il nous parle de la montée du communautarisme. Le communautarisme, c'est un poison. On voit bien ce qu'il fait, d'ailleurs, ce qu'il a fait aux États-Unis. C'est pas une grande réussite sur ce plan. Et puis aujourd'hui, le Royaume-Uni est peut-être en train de s'effondrer sous nos yeux, sous les coups du communautarisme. L'idée, c'est très bien, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas l'idée, comme il y a toujours eu l'idée en France, d'assimilation et d'intégration. Ce qui a fait qu'effectivement, à l'époque dont Christian parle, tout allait bien entre toutes les formes d'immigration. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, chacun est dans une case et il faut rester dans la case. Il faut rester dans sa religion. Il ne faut pas échanger. Et c'est sûr que quand il dit qu'il y a moins de fraternité, c'est absolument l'évidence. Et je pense que le communautarisme est une des raisons principales. Quant évidemment, sur l'affaissement de la culture, c'est fondamental. Et notamment de la culture historique. Moi, je suis frappé, ça commence dès l'école, puisque on n'aurait rien trouvé de mieux d'ailleurs que de supprimer la chronologie. Vous voyez, et effectivement, quand on supprime la chronologie, il n'y a plus d'histoire. Et ce livre est très pratique précisément parce qu'il explique la France d'aujourd'hui en se replongeant dans l'histoire récente et moins récente pour expliquer un certain nombre de phénomènes. Notamment sur la Révolution française, absolument. Le robespierrisme qui reste là, l'influence de Robespierre, la volonté de couper la tête du roi. Parce que il y a parmi tous les problèmes que nous avons, évidemment, c'est la bureaucratie, la fameuse phrase de Clémenceau, Georges Clémenceau, qui disait en France, la France est un pays très fertile, on plante des fonctionnaires, ils nous poussent des impôts. C'est ça. Et donc, c'est des invariants, et ça fait depuis très longtemps. Et c'est toujours le cas quand on voit ce qui se passe. 0826 300 300. Bonjour Ludovic. Bonjour Maxime, bonjour Monsieur Gilbert. Bonjour Ludovic. Merci d'être avec nous ce matin. Vous dites France, hein. Oui, on est entre amis ici, mon cher Ludovic. Appelez-le France comme il vous le conseille. Qu'est-ce que vous voulez dire ou comment vous voulez participer à votre manière, mon cher Ludovic, à la conversation? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez l'impression que la France a perdu ces dernières années? J'allais rejoindre le côté fraternité, solidarité et unité. On a une société complètement déconstruite. Parfois, je me demande si Orwell n'avait pas raison trop tôt. Mais ce que je constate, c'est que un des points de départ frappants, c'est le traité de Maastricht. Je vous invite à relire le discours pour la France de Philippe Séguin sur la souveraineté nationale qui se décline d'un point de vue institutionnel, qui soit juridique, alimentaire ou agricole, industriel, monétaire, économique, culturel et social également. Vous parlez d'assignation, je vous rejoins tout à fait. Mais mon cher Ludovic, justement, je vous propose d'engager le dialogue parce que le camarade Franz, qui est toujours aussi attentif, a fait une petite moue dubitative, je dirais, mon cher Franz, quand vous avez entendu Ludovic et la référence, en effet, très grand discours de fait dans l'histoire politique de Philippe Séguin au moment de Maastricht. Vous vous dites, c'est un peu facile? Je trouve que Philippe Séguin est un personnage important, de la politique française. Il dit beaucoup de choses, d'ailleurs, absolument passionnantes, auxquelles j'adhérais. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous, Ludovic, sur le fait que ce serait le traité de Maastricht qui aurait fait que nous en sommes là aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que nous avons à la tête de la France des gouvernants pleutres, et qui passent toujours sous la table, notamment à Bruxelles. Non, mais c'est la vérité. Non, mais on a l'image. Mais oui, mais c'est incroyable. Parce que, regardez, par exemple, par rapport à l'immigration, qu'il faut contrôler. Évidemment, la France ne contrôle pas l'immigration, il faut contrôler l'immigration, et c'est dangereux de faire ce qui se passe aujourd'hui. Bon, il y a des pays, d'ailleurs, très différents. Par exemple, le Danemark, qui est tenu par une social-démocrate, première ministre, Mette Frederiksen. Et puis de l'autre côté, loin, l'Italie, avec une personnalité qui vient de l'extrême droite, Giorgia Meloni. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont arrivées au pouvoir, et puis elles ont fait ce qu'elles voulaient, des choses qui se paraît-il et tout en étaient étant impossibles. En plus excessivement malines avec
l'Union européenne, c'est ce que remarquent tous les commentateurs. C'est-à-dire que le fascisme n'est jamais arrivé au cœur de l'Europe. Au contraire, elles se sont parfaitement accommodées des différentes règles. Elles sont accommodées et surtout, elles ont eu du courage. C'est-à-dire, moi, je suis partisan, j'ai toujours été partisan de l'Europe des nations. Mais je pense que l'Europe est une bonne chose. Mais attention, l'Europe des nations. L'Europe des nations. C'est pas l'idée que ce soit l'Europe de la Commission de Bruxelles. Alors ça, bien entendu. Mais ça, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'avoir des dirigeants forts. Parce que la souveraineté, si vous voulez, la souveraineté, par exemple, économique, dont parlait Philippe Séguin, je crois qu'elle nous a beaucoup servi. C'est-à-dire que on s'est appuyé sur l'Allemagne, qui avait une monnaie forte, qui était le mark. Et c'est vrai que ça nous a évité. Si on était aujourd'hui avec le franc, vous imaginez l'état de la France aujourd'hui avec le franc seul. Vu l'état de notre économie, nos déficits budgétaires, on irait d'une dévaluation à l'autre. Et puis il y aurait sans doute une inflation de peut-être de 20%. 0826 300 300. Merci Ludovic. Merci beaucoup Ludovic. Vous avez engagé le dialogue. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous voulez saluer, enfin en tout cas vous voulez évoquer quoi, l'IA, en disant que nous sommes plus éblouis par le génie humain, et c'est une parfaite transition parce que Dieu sait que Franz a beaucoup, on va dire, fréquenté les écrivains. C'est un grand lecteur et ça parcourt l'œuvre et notamment ce dernier livre. Oui, mais je suis également lecteur de Franz Olivier Gisbert. Donc, ce qui fait peur, je pense, de façon générale, en France et de façon générale, plus largement, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression de constater que les humains n'ont plus besoin d'humanité. Et on a l'impression que l'humanité est lassée d'elle-même. Et d'ailleurs, souvent on le dit, le réel est fasciste, je veux dire. Alors, nous, on a des problèmes ici dans les Cévennes, on a des problèmes liés au loup, on se moque des agriculteurs, on ne veut pas écouter ce qu'ils vivent, mais également à opposer des grandes technologies comme l'intelligence artificielle. On veut sauver l'humanité sans les humains. Et les écologistes... Mais ça, c'est une très bonne phrase, mon cher Frédéric. Sauver l'humanité sans les humains, c'est sûr que c'est toujours un peu plus compliqué. Contre les humains, même. Contre les humains, et c'est vrai... Mais on le voit bien même avec des idéologies de toute nature qu'elles soient, y compris religieuses. Ce qui compte, c'est l'idéologie, ce ne sont pas les humains. On parle de l'islamisme, mais avant c'était le catholicisme. Mais on voit bien avec le wokisme, avec ses problèmes d'immigration. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la machine, y compris la machine idéologique. Et donc, ce qui fait peur, c'est de constater ça. J'ai l'impression que maintenant, les humains sont lassés d'eux-mêmes, les humains n'ont plus besoin d'humanité. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Merci beaucoup. Comme disait Frédéric, avec les enfants, avec les réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous ce matin. C'est vrai, et surtout quand on voit l'importance qu'ont eu les artistes, tous ceux que vous citez, que ce soit Michel Sardou et les pâtes à la truffe, que ce soit Alain Delon, que ce soit Charles Aznavour, que ce soit tous ces artistes que vous fréquentez, ça a une richesse peut-être inimitable et importante plus que tout. Avant tout, le génie humain. Oui, je pense que c'est la culture. Ce qui est une civilisation, c'est une culture, c'est aussi une histoire. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a tendance à oublier l'une et l'autre. L'une et l'autre, mais heureusement... C'est très difficile d'avancer sur l'une et l'autre parce que ce sont en fait les deux pieds, nos deux pieds. Mais ce sont nos deux pieds, mais peut-être que ces deux, on peut les retrouver dans votre dernier livre, mon cher Franz Olivier Gisbert, Voyage dans la France d'avant. C'est aux éditions Gallimard. Et puis, ne vous en faites pas, on les aura. On les aura. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On avait compris. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Merci beaucoup, mon cher François-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous. La Voyage dans la France d'avant, c'est aux éditions Gallimard. C'est un plaisir que de passer cette heure en compagnie de Sud Radio. Et merci à tous les auditeurs au 0826 300 300. Une dernière. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vous qui gagnez donc la station météo grâce à votre fidélité de Sud Radio, la station météo qu'on vous faisait gagner ce matin. En effet, c'est la station météo, la Cross Technologie que vous allez recevoir. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Je pensais pas du tout être retenue. J'ai vraiment envoyé comme ça. Je me suis dit, on verra bien. Et là, c'est top, quoi. Mais vous êtes une femme de goût. Voilà pourquoi vous êtes récompensée, ma chère Marilyn. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et une autre femme de goût. Bonjour Valérie Expert. Bonjour à vous. Oui, on les aura, mais le boulot, il y a beaucoup de boulot. Hein. Ça, c'est sûr. Notamment entre 10h et midi. Si on vous écoute, ma chère Valérie. On va principalement parler en grande partie de ce qui s'est passé hier à la Philharmonie et de la réaction ce matin de Manon Aubry, particulièrement ignoble. J'ai pas d'autres mots qui justifient ce qui s'est passé. Donc on va évidemment revenir sur ce sujet abject,
abject, mais franchement c'est la nausée ce matin, entre Aymeric Caron hier qui justifie le voilement des fillettes en disant je vous demande pas comment vous élevez vos enfants, et ce matin Manon Aubry qui légitime aussi la censure des concerts d'Amir au motif qu'il a fait son service militaire. En Israël. Franchement, oui, en Israël évidemment. Donc on va y revenir, effectivement. Et donc 0826 300 300 dans un instant. Vous retrouvez Valérie Expert et toute sa bande. À tout de suite et très belle matinée sur Sud Radio. Je vous retrouve à partir de demain. Sud Radio.